Salut Twitch et YouTube, je suis malade mais ça va le faire quand même. Si vous regardez la rediffusion sur YouTube, n'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne Twitch, c'est plus important qu'à la chaîne YouTube, bien sûr. Sur YouTube, de mettre un commentaire, de mettre un like s'il vous plaît, si vous êtes inspiré. Bon, et ben on va continuer les lives sur Apocalypse Slayer. Quand Hitler sera le dictateur de l'Allemagne, il appliquera ce qu'il a écrit dans son livre, Mein Kampf. Une race plus forte chassera les races faibles, car la ruée finale vers la vie anéantit les faibles, pour donner leur place aux forts. Comment Hitler a-t-il réussi à prendre le pouvoir et devenir le chef, le Führer ? Nuremberg, 1929. Au congrès du parti nazi commence véritablement ce que le dramaturge allemand Bertolt Brecht appelle la résistible ascension d'Adolf Hitler. Une nouvelle crise économique très violente, partie des États-Unis, ravage le monde et surtout l'Allemagne. C'est là que j'en profite pour faire un commentaire, encore une fois, formel, sur la forme du documentaire. Il y a un truc qui est très mal foutu dans le documentaire en termes de travail sur l'esthétique. Si le but vraiment, c'est de mettre en scène l'idée de la résistible ascension, pardon. Arthur Howie a écrit du coup une pièce de théâtre qui s'appelle La résistible ascension d'Arthur Howie. Pardon, je m'en mêle dans les noms, mais bref. Euh, Bref, il y a une pièce de théâtre qui s'appelle La Réinvention d'Arthur Howie, où l'idée c'est de décaler les nazis dans le monde du gangstérisme, où Arthur Howie, du coup, effectivement, par tout un tas de petits arrangements mafieux, est placé finalement au, au pouvoir, on va dire, quelque part dans la ville de Chicago. Euh, il y a John Chapoutot qui a fait un très bon commentaire à ce sujet récemment, qui est disponible sur YouTube. Si vraiment le but c'est de montrer ça, le côté récit ascension, où n'était à prévoir, etc. Dans ce cas-là, tout le développement de mise en scène du documentaire va dans le sens inverse. C'est un truc que j'ai déjà commenté, mais en fait, le documentaire fait des allers-retours entre le passé le passé et le présent par rapport à la conquête du pouvoir et fait comment dire, et en fait de par ça en fait avec ce choix esthétique qui met en scène en gros le développement logique, et bah il y avait la prémisse, c'était préparer ça, et c'est exactement ce qui s'est produit. Plus les musiques qui donnent un ton
qui donne un ton un peu, enfin, alors sans être inquiétant, mais qui donne aussi un ton un peu épique et tout déroulé. Ça, en fait, ça développe exactement, la mise en scène développe exactement la sensation inverse de ce qui est censé développer la pièce, puisque on a finalement l'impression que tout a été un enchaînement assez inéluctable et logique, et en fait, du coup, le comment la mise en scène, à mon avis, mais pas tellement bien, mais en fait met en scène justement l'opposé de la thèse de la réussite de l'ascension, en fait. C'est vraiment donc je pense que c'est pas très bien foutu. Je suis stun, mais à un point, wow, déjà hier c'était quelque chose, mais là, je fais une intoxication médicamenteuse. C'est pour ça que je suis dans les vapes. Les usines ferment les unes après les autres et le nombre des chômeurs atteindra le chiffre effrayant de 6 millions. Désespérés, ils sont nombreux à se tourner vers les nazis et vers les communistes, qui ont aussi leurs troupes de paramilitaires en uniforme. Communistes et nazis vont se heurter violemment dans toute... Les communistes, c'est plutôt les chômeurs, les chômeurs ouvriers qui s'y retrouvent, et les nazis, c'est plutôt les chômeurs de type employés de bureau. Ou alors, non pas des chômeurs, mais des gens qui, de fait, sont factuellement déclassés par le manque d'activité économique en tant qu'indépendants ou petits patrons, du coup, et qui ont peur de se retrouver dans la même situation. les élections qui suivent. Hitler provoque le désordre et prétend être le seul à pouvoir l'arrêter. Ce véritable chantage s'avère efficace. Hitler va rallier les commerçants et les petits propriétaires en dénonçant ce qu'il appelle la peste rouge, les marxistes égalitaires qui effraient aussi les paysans. Le résultat est incroyable. 100 députés nazis font leur entrée au Parlement allemand, le Reichstag. Hitler est à la tête de la deuxième formation politique du pays, derrière les socialistes. Pourtant, cela n'inquiète pas vraiment les classes dirigeantes qui méprisent Hitler. Stefan Zweig écrit « Pour eux, le pouvoir a toujours été réservé aux barons, aux princes et à ceux qui ont une culture universitaire. Rien n'a autant aveuglé les intellectuels allemands que l'orgueil de leur culture. » Pendant ce temps-là, Hitler continue son ascension. En un an, il s'impose à l'extrême droite allemande. Les fédérations d'anciens combattants, comme les Casques d'Acier, qui ont 500 000 adhérents, devront se soumettre. Alors ça, c'est assez intéressant parce que le Casque d'Acier, qui est du coup une fédération d'anciens combattants qui est un peu plus revancharde vis-à-vis de la guerre, qui a une vision plus revancharde du traité de Versailles, sert vraiment d'organisation de coups de poing pour le DNVP, le Deutsche Nationalvolkspartei. Donc le gros parti d'extrême droite beaucoup plus classique, qu'on qualifie souvent de nationaux conservateurs de la République de Weimar. Et en fait, avant même qu'il y ait que ce DNVP au niveau de ses cadres ne s'allie avec les nazis, il y a surtout eu un déplacement des voix électorales de leurs électeurs vers
vers le parti nazi, d'une part, et puis, même en fait, même leur base militante, active, plus activiste, pas les gens qui sont dans des postes de ministres, beaucoup plus en avance, se calent, comment dire? Se calent de leur côté. Alors, il y a un autre événement aussi dont ils parlent pas, c'est qu'en 1931, il y a une tentative de coalition des droites, uniquement à échelle parlementaire, dans laquelle les nazis sont conviés, dont ils respectent aucun des engagements pour lesquels ils profitent des bénéfices que leur accordent les autres parties de l'alliance, mais eux ne respectent aucun de leurs engagements. Donc ils se font jarter de cette alliance-là, et en représailles, les chemises brunes sont formellement interdites, euh, en 1932. Mais c'est voilà, donc voilà, après à quoi ça ressemble? Je suis stun, mais stun, c'est un truc, wow. Derrière cette posture dominatrice, Hitler cache un terrible secret. Il sort à peine d'un scandale dont il a bien failli ne pas se remettre. Des rumeurs circulent dans la presse. Il vient de vivre un drame personnel. Une passion pour sa propre nièce, Kelly Raubal, 23 ans. Il l'a aimée d'une manière irrationnelle, possessive. Elle vient de se suicider. Elle vivait avec lui dans son appartement de Munich. Elle avait confié à un ami « Mon oncle est un monstre. Personne n'imagine ce qu'il exige de moi. » Elle avait voulu le quitter. Elle était morte. Une campagne de presse se déchaîne contre lui, l'accusant de déviation sexuelle et même d'avoir fait tuer Kelly. Hitler, très déprimé, menace à son tour de se suicider. Son entourage s'inquiète et décide de réagir. Son photographe, Heinrich Hoffmann, lui avait présenté l'une de ses secrétaires. Elle ressemble à Kelly. Elle s'appelle Eva Braun. Elle a 19 ans. Elle est déjà assez délurée. Elle fera l'affaire. Elle est séduite par la popularité du chef du parti nazi. Hitler va en faire sa nouvelle maîtresse de l'ombre. Il se proclame célibataire. Bon, alors déjà, le commentaire est pas très approprié concernant l'affaire Gheli, puisque, bah, en gros, bon, déjà, c'est un féminicide avec quand même une portée incestueuse, hein, derrière aussi. Euh, et puis, alors oui, et puis aussi, oui, alors remarque, lui, à ce moment-là, il a plus de 30 ans et comment dire, il se met en relation avec une femme qui en a 19. Qui d'ailleurs, pour l'anecdote, au début, elle fait partie d'une famille plutôt nazie, Eva Braun, mais elle trouve pas forcément Hitler très stylé à cause de ce que je vous ai dit sur le fait qu'il a un look, vraiment, il a un look qui à un moment était un truc étudiant, qu'il avait mis pour le style et que derrière elle a conservé pour rester, clairement identifiable. Mais en fait, du coup, ça fait très has-been. Et effectivement, bah, du coup, en ce qui la concerne, il y a au début, en tout cas, elle a surtout un intérêt pour ce qu'on en sait, pour le personnage de pouvoir que c'est et pour sa popularité. Sachant que aussi, ça a jamais, il y a eu quelques travaux là-dessus, mais ça a jamais été la seule maîtresse de Hitler qui était très très volage, qui entretenait beaucoup de relations avec beaucoup de femmes différentes. Probablement certaines avec un aspect abus et violence. Mais voilà, donc on revient sur le truc de bon la misogynie personnelle du bonhomme au-delà de la politique. Mariée à l'Allemagne pour séduire l'électorat féminin. Les Allemands ont déjà le droit de vote grâce au mouvement féministe.
Eva Braun est avant tout une sportive. Elle rêve de devenir actrice et de se montrer dans des films de Tarzan, à Hollywood. Auprès d'elle, Hitler retrouve sa hargne d'animal politique, alors que s'annonce la fin du mandat du président de l'Allemagne, Hindenburg. Ce qui vaut déjà d'ailleurs de plusieurs questions. Alors, déjà, en termes de mise en scène, on le voit bien, les documentaires choisissent d'avoir un format relativement court pour ce que ça pourrait être, couvrir toute l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Et ils font un choix plutôt individualiste de, en gros, se fixer spécifiquement sur la personne d'Hitler et pas sur des questions d'appareillage, de parti, de rapport avec les élites et tout. Il y a sûrement un peu une croyance aussi que c'est ce qui intéresse le plus en termes pour les visionneurs. Moi, je suis pas, je trouve pas. Bah, du coup, évidemment, je pense, bon, point de vue marxiste, je pense que c'est pas le plus intéressant, c'est pas le plus pertinent comme grille d'analyse. Beaucoup de choses à dire, je vous l'ai dit hein, à l'époque sur les questions de rapport avec le reste de la droite, notamment éventuellement de comment ils gèrent le fait de draguer pour démobiliser ou détourner une petite partie de l'électorat un peu plus social-démocrate ou communiste ou ce genre de choses. Et c'est pas des choses qui sont forcément. C'est des choses qui sont moins abordées à partir de là, et c'est quand même un. Bon, dommage. Hitler est candidat à sa succession en 1932. À peine 10 ans après sa tentative de putsch et la prison, Hitler pourrait devenir président de l'Allemagne. Les Allemands découvrent un affichage impressionnant. Le chef de la propagande nazie, Joseph Goebbels, dit « Soyons grandioses ». Il invente une campagne électorale ultramoderne, en avion, une première en Europe. Alors, c'est là que ça me fait amener à deux choses différentes. Euh, Déjà, de un, comment le. Oui, oui. Comment dire, en Allemagne, comment dire, c'est un régime, c'est une république parlementaire. Le gros du pouvoir est censé être détenu par le Premier ministre. Et bon, là, on parle de la campagne présidentielle en l'occurrence, mais même lors des campagnes de Premier ministre, les nazis font campagne, enfin, lors des campagnes, je veux dire, législatives, les campagnes législatives, du coup, qui sont des campagnes locales, et où il y a il y a une part de proportionnelle en Allemagne, puisque dans le cas où il y a qu'un seul tour, et dans le cas où il n'y a pas de vainqueur strict dans une circonscription, on prend, on accorde un siège aux partis dans l'ordre les plus en avance qui n'ont pas eu de siège au niveau national. Donc il y a des listes locales et des listes nationales du coup avec ce double système. Et en fait même lors des législatives, ils font campagne pour Hitler en fait sur le nom du Premier ministre et pas comme ça pouvait se faire à l'époque plutôt sur sur le parti en lui-même. Où la présidence c'est un peu plus le moment personnalisé pour tout le monde. Euh, Autre chose à dire, Goebbels n'est pas le chef de la propagande à l'époque du parti nazi. C'est le secrétaire de la section de Berlin. Et c'est un proche d'Hitler qui fait un peu d'organisation de manière plus informelle pour la mise en scène spécifique de la personne de Hitler lors de ses meetings. Mais le chef de la propagande à proprement parler, Goebbels est plus ou moins en responsabilité sur certaines organisations de meetings, mais le vrai responsable, c'est Grigor Strasser, qui sur la propagande pure et dure, sur l'affichage, qu'est-ce qu'on essaie de faire circuler dans la presse, etc. Qui lui, en gros, en fait, s'est fait purger en 1934 lors de la nuit des longs couteaux, qui s'est fait assassiner parce que en 1932, il est comment dire, il accepte en gros un poste, il accepte en gros une trahison pour un poste de ministre au sein
contre le reste du parti nazi. Et Goebbels va un peu réécrire l'histoire et faire genre que c'était lui à la tête de la propagande nazie depuis le début, ce qui n'est pas le cas. Du coup, ils ont effacé Gregor Strasser qui a été une personnalité plus importante à ce niveau-là. De la même manière que les nazis ont aussi effacé l'importance de Otto Strasser durant leur période vraiment de traversée du désert pendant que Hitler était en prison et juste après, parce que c'était comment là aussi, lui, c'est quelqu'un qui a trahi finalement la loyauté du parti, qui en 1927 avait scissionné. Donc voilà. Europe. Le plus grand appareil commercial de l'époque est mis à sa disposition par le directeur de la compagnie aérienne, Lufthansa, qui ne refuse pas cette publicité. Hitler, affublé d'un casque de cuir, s'embarque pour un périple de près de 100 villes d'Allemagne, où il pourra mesurer sa popularité. Son pilote, Hans Bauer, témoigne. « Nous avons volé par tous les temps, orage, tempête. Aucune réunion n'a dû être annulée. Les gens ont commencé à perdre leur peur de l'avion. Et Hans Bauer a cette conclusion. Hitler a contribué à l'extension du trafic aérien. » Goebbels invente le slogan « Le Führer au-dessus de l'Allemagne ». Il forge le mythe d'Hitler, sauveur suprême, avec ce survol soigneusement filmé et qui sera projeté dans tout le pays. Mais Goebbels n'est pas si détendu. Cette campagne coûte cher et les industriels se méfient encore un peu de la violence d'Hitler. Les nazis doivent faire payer l'équivalent d'1 € à chacun de ceux qui viennent écouter Hitler. Cela ne les rebute pas. Au contraire. Un spectateur, von Spahn, raconte cette expérience. Soudain, j'ai senti les yeux d'Hitler sur moi. En fait, il y a un truc, c'est que c'est souvent le cas d'ailleurs dans tout ce que j'ai lu au sujet des partis d'extrême droite. Les industriels, les magnats de toutes sortes du coup d'industries, oui, le grand capital, les banquiers, tout ça, veulent bien investir de l'argent dans de la com. Ils veulent bien acheter des journaux qu'ils utilisent derrière pour faire la campagne insidieuse de tel ou tel candidat. Ils veulent bien mettre de l'argent pour les meetings ou ce genre de trucs. Par contre, ils refusent en général de mettre de l'argent dans un parti à proprement parler, sauf si c'est un parti dont ils sont eux-mêmes membres, genre les partis classiques de la droite, type les Républicains. Mais les partis d'extrême droite, pour leur fonctionnement partisan pur et dur, justement donc notamment celui des milices, sont toujours en dèche d'argent et ont du mal à trouver de quoi faire tourner le parti. Là où les grands patrons veulent bien les financer, c'est uniquement pour des trucs de com. Et alors pourquoi? Alors il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, c'est une question idéologique de milieu aussi, hein. Les bourgeois ont une vision purement idéaliste en fait du conflit politique, où du coup ils n'ont à investir que dans un combat d'idées. Il y a de ça. Il y a aussi, alors, ce qu'il disait, bon, dans le cas très spécifique des nazis, il n'y a pas forcément envie de mettre de l'argent dans des gens qui vont casser la gueule à tout le monde dans la rue. Et il y a aussi une ivresse du contrôle où bah, les trucs qui sont en mode communication, je peux regarder directement ce que c'est après coup et puis j'ai un contrôle. Alors que le gros appareillage d'un parti, finalement, je donne de l'autonomie à des gens où je ne saurais pas forcément exactement ce qu'ils font et du coup ça m'ennuie. Voilà. Donc depuis le temps moi que je lis sur l'extrême droite, j'ai toujours vu des histoires de justement de on n'a pas d'argent, on court après le pognon. Plus on a du mal à pousser nos adhérents à nous en donner parce que vu que ce qu'on propose comme vision du monde, c'est un travailleur autonome qui dans son coin construit sa maison, économise pour avoir sa voiture, fait sa famille nucléaire, etc. Avec beaucoup d'espace dans son jardin pour lui de tout seul, très finalement très égotiste, très et ben en fait il y a du mal à faire cotiser comme le feraient les socialistes ou les communistes en mode donner un peu plus que le coût de la carte et de la carte du parti pour l'organisation, etc.
C'est de par la nature de ces mouvements, ils ont du mal à faire ça. C'est, voilà. Et la seule fois où j'ai croisé de grosses masses de pognon depuis le temps que je lis sur l'extrême droite, c'est quand il a été question des syndicats jaunes dans un bouquin de Sternel, La droite révolutionnaire, où là, pour le coup, au début, quand un syndicat jaune, pour un syndicat jaune français, quand au début la ligne est vraiment libérale, il y a l'équivalent de il y a 6 millions de francs qui tombent, soit l'équivalent de 66 millions d'euros aujourd'hui, de la part de colloques patronaux. Pour un petit machin, donc c'est colossal. C'est la seule fois que j'ai vu autant de pognon. Et en fait, ça s'est réduit dès lors que dès lors que le syndicat en question a de plus en plus assumé une orientation dite nationale-socialiste, et de faire de la politique au niveau de l'antisémitisme, du nationalisme, etc. Donc voilà, ça illustre un peu ce que je disais. Et j'en ai été frappé pour toute ma vie. Même aujourd'hui, ça me permet aussi de faire un lien sur le RN. Le RN a toujours dit que, ils n'arrivaient pas à emprunter, ils n'arrivaient pas à avoir de l'argent pour faire tourner leur parti, c'est totalement juste, hein. Mais à côté de ça, il y a pas mal de gens pour injecter de l'argent dans les médias et dans, en gros, leur communication. Les gens comme Sterrin ou Bolloré et tout, ils mettent leur argent au service de la communication de l'extrême droite, mais pas au service du parti, et notamment des fois ça peut poser quelques soucis, euh, ça peut poser des problèmes. Euh, Une semaine avant l'élection présidentielle, Hitler rassemble 100 000 Berlinois, lassés des partis traditionnels, qui semblent incapables de faire face à la crise. Dans la foule, Jutta Rudiger, 20 ans. Je ne peux pas vous expliquer l'état dans lequel le chômage nous plongeait. On pensait vraiment que seul Hitler pouvait nous sortir de cette misère. Sie reden nicht von den Zehntausenden, die Jahr für Jahr den Gashahn aufdrehen, nicht weil es ihnen zu gut geht. Grâce à son discours pseudo-social, Hitler devient un candidat sérieux à la présidence. Alors la presse se déchaîne. À droite, Hitler est présenté comme le prototype de l'aventurier politique. À gauche, les insultes sont plus personnelles. Hitler est traité d'efféminé, de tricheur demi-fou, de charlatan vaniteux, de faux dur à la cravache en peau de rhinocéros. Le président sortant, le maréchal Hindenburg, réactionnaire et monarchiste, reçoit pourtant le soutien de la gauche. Ce qui montre que le danger hitlérien grandit, comme le martèle l'un de ses principaux opposants, le socialiste Otto Wels. Entscheidet euch schnell! Es ist keine Minute Zeit mehr zu verlieren. Nur einen Gedanken, ein Ziel kann es noch geben. Der Faschismus muss geschlagen werden bis zur Vernichtung. Vorwärts und durch für die Freiheit, die Republik und die deutsch geschaffene Arbeit. 10 avril 1932. Le verdict tombe. Hitler ne sera pas président. 13 millions d'Allemands ont voté pour lui. Un tiers de l'électorat. C'est énorme, mais insuffisant. Hindenburg, réélu grâce aux socialistes, ne veut plus dépendre d'eux. Il provoque de nouvelles élections. Et Hitler poursuit sa résistible ascension. Il repart en campagne. Comme il prononce 5 discours par jour, son entourage est sonné. L'un de ses intimes dit « Nous étions comme des soigneurs qui doivent remettre leurs boxeurs en état entre chaque round. » Lui est dopé par la tribune et par la virulence.
Gegner werfen uns Nationalsozialisten vor und mir insbesondere, dass wir intolerante, unverträgliche Menschen seien. Wir wollten, sagen sie, mit anderen Parteien nicht arbeiten. Die Herren haben ganz recht. Wir sind intolerant. Ich habe mir ein Ziel gestellt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszufegen. Pour Hitler, le premier parti qu'il faut abattre dans cette campagne électorale de 1932, c'est le Parti communiste. Les SA sont chargés de la besogne. Ils sont maintenant 400 000 qui s'autofinancent en payant leur uniforme et leur équipement. L'un d'entre eux, Wolf Teubert, est employé dans une délicatessen de Hambourg. À tout moment, il peut rejoindre sa cohorte motorisée. Il dit « Je n'avais qu'une chose dans la tête, risquer ma vie pour l'Allemagne. » L'humiliation du traité de Versailles avait fait de moi un passionné défenseur d'Hitler. Il y avait la camaraderie, la solidarité et la fierté d'avoir un uniforme. Nous qui avions honte d'avoir été trop jeunes pour combattre pendant la Grande Guerre, nous profitions de l'expérience des anciens. Goebbels leur avait fabriqué une idole, un petit voyou berlinois, promu chef de section d'assaut, Horst Wessel. Tué par les communistes un an auparavant, il était devenu le martyr du nazisme. À ses obsèques grandioses, le chef de la propagande, Goebbels. Bon, Wessel, c'était un proxénète qui a... Il y a eu une histoire de fille avec un mec qui se trouverait était un militant communiste, qui était saoul et drogué à ce moment-là, qui l'a défenestré de quelques étages du bordel de Horst Wessel. Et du coup, le mec est mort, du coup, en se vidant de son sang dans ces circonstances-là. Et Goebbels en a fait un martyr politique, a fait le Horst Wessel Lied, ce qui veut dire que pendant tout le Troisième Reich, les mecs chantaient à la gloire d'un proxo, alors que par ailleurs, les nazis ont interdit la prostitution, le proxénétisme et la pornographie pour sur les Allemandes. Vis-à-vis des Allemandes. Pas vis-à-vis des personnes qu'ils ont envahies pendant la conquête, la grande conquête coloniale de l'Europe, où là, par contre, c'est littéralement vu comme de l'exploitation sexuelle des autres populations inférieures, blanches mais inférieures aux nazis, et aux Allemands, pardon. Et voilà, donc c'est cocasse. Avait comparé son sacrifice à celui du Christ. Il avait fait filmer ces images pour montrer que le nazisme est une dévotion, comme le christianisme. Puis, il avait fait mettre en musique ce qu'il avait présenté comme le dernier poème du SA pour en faire l'hymne officiel du parti nazi, le Horst Wessel Lied, le chant de Horst Wessel, le credo de la violence. Le Front Rouge, ce sont les milices communistes qui ont toujours porté la casquette d'ouvrier et la blouse à la russe. Toutes ces militantes, tous ces militants, portés par leur idéal. Ils ont, eux aussi, leur chant de combat. Wir
dem Feind einen kräftigen Tritt. Und was wir spielen ist Dynamit, unser Blick nach der Bourgeoisie. So entstehen die Faschisten, drüben am Horizont. Juillet 1932, l'été sanglant de la campagne électorale. Les SA, avec la complicité de la police, affrontent les communistes dans de véritables batailles de rue. Les communistes auront 100 morts et 1000 blessés. Beaucoup d'Allemands, épuisés par le désordre et l'impuissance du gouvernement, approuvent les violences nazies. D'où le résultat des élections. 230 députés nazis. Hitler est désormais le chef du premier parti politique du pays. Pour la première fois, le pouvoir est à sa portée. Très vite, l'euphorie fait place à la déception. Le président Hindenburg refuse de le nommer chancelier, chef du gouvernement. Hindenburg dit à Hitler « Devant Dieu, ma conscience et la patrie, je ne peux donner le pouvoir à un parti aussi intolérant que le vôtre. » Hindenburg lui propose quand même d'entrer au gouvernement. Mais Hitler ne se juge pas comme un homme politique ordinaire qui cherche un poste ministériel. Il veut tout le pouvoir pour fonder un État totalitaire. En quelques semaines, Goebbels, à la tête de l'énorme groupe parlementaire nazi, réussit à paralyser le jeu démocratique. Aucune majorité ne peut se former. Goebbels, avec le sourire maléfique de ses mauvais coups, annonce « Il est grand temps de dissoudre cette assemblée qui ne reflète plus la volonté du peuple. » Ich halte diesen Reichstag für vollkommen überfällig und bin der Überzeugung, dass aufgelöst werden muss, weil nicht mehr dem Willen des Volkes entspricht. Il faut de nouveau des élections, les troisièmes en un an. Elles auront lieu en novembre. Hitler pense encore en profiter. Die Energie und die Zähigkeit gehabt von den damaligen 1000 Mann vor 10 Jahren bis heute 14 Millionen zu machen. Und ich werde aus den 14 Millionen die 20 und die 30 Millionen machen. Les résultats de ces élections sont très décevants pour Hitler. Entouré de sa garde personnelle de SS, il rumine son échec. Il a perdu 2 millions d'électeurs et 40 députés. Goebbels dit « Nous avons pris une claque. Hitler a refusé d'entrer au gouvernement. Les électeurs n'ont pas compris pourquoi. » Goebbels lit avec amertume la presse mondiale. Le Daily Herald de Londres écrit « L'hitlérisme comme force politique est mort. » Le quotidien français, Le Populaire, dirigé par un grand nom du socialisme, Léon Blum, titre « La fin de Hitler ». Non. 3 mois plus tard, Hindenburg, toujours dans l'impossibilité de... Là, ça me permet d'aborder plusieurs choses. Alors déjà, le fait que même l'électorat des nazis peut tout à fait les voir comme une force d'appoint pour un gouvernement très 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 autoritaire de droite. Le fait aussi que là, clairement, à ces élections-là, Hitler a commencé à payer trop cher le fait de son niveau de proximité avec la droite et que le peu de gens qu'il avait pu shipper aux communistes ou aux sociodémocrates, en gros, se sont retournés dans leur lien électoraux classique. Et il perd aussi le fait que beaucoup de bastions de base des nazis, qu'ils avaient en premier lieu pris au DNVP, au Deutsche National Volkspartei, en fait, sont retournés dans leur lit d'origine vers l'extrême droite plus classique. Donc, et là, ça nous amène à un truc dont je vous parle régulièrement sur cette chaîne, c'est que pour ce type d'extrême droite-là,
heu, aristopopuliste, qui dit qu'il y a une urgence absolue et que ça va être l'apocalypse, en gros, si on les nomme pas tout de suite. Bah, en fait, si c'est pas l'apocalypse, justement, alors ils ont pas au pouvoir, bah, sous la que la pression de l'urgence ne marche plus, bah, d'un seul coup, ils s'effondrent, quoi. C'est terminé. Donc le fait que d'où ce que je vous dis souvent, Bardella a de bonnes chances d'être élu en 2027. Mais par contre, s'il loupe le coche en 2027, il est fini. Ça va se casser la gueule puissance 1000. Euh, le oui, et alors justement, à l'époque, ce qui s'est passé, c'est que les nazis avaient prospéré sur le fait qu'en plus de la crise de 29, le chancelier Heinrich Brüning, centre droit, qui était au pouvoir, avait mené une politique procyclique, déflationniste, de retrait de l'État, et que en gros ça avait aggravé, et qu'en fait ça avait aggravé la crise, ça avait aggravé la crise économique. Sauf que là derrière, plus Hitler passe de temps sans saisir le pouvoir, plus c'est Franz von Papen qui crée des gouvernements, qui reste à la tête de différents gouvernements. Et Franz von Papen, lui, pour le coup, il mène une politique de dépenses pro-patronale. Il mène ce qu'on appelle la politique de l'offre. Il envoie du pognon dans des affaires pour le capital privé, pour créer de l'emploi à court terme et au moins résorber un petit peu la crise. Et en plus, il casse le code du travail pour créer de l'emploi, quitte à maintenir la précarité en revanche et l'extrême pauvreté. Mais il y a de l'emploi. Et en fait, cette politique qui fonctionne un petit peu, qui obtient quelques résultats, en plus du fait que conjoncturellement la crise internationale est en train de se tasser, euh, grâce aux efforts d'autres politiques internationales, bah tout ça, ça fait que bah là, ce sur quoi avaient prospéré les nazis est en train de se péter la gueule, quoi. Ça me permet d'aborder autre chose. En fait, les nazis ne sauvent pas l'économie allemande du tout. Ils arrivent à un moment où c'est à peu près tassé par la droite qui est passée avant eux, quoi. Constituer une majorité a fini par désigner Hitler, chancelier d'Allemagne. Plutôt que de nommer les sociodémocrates qui faisaient à peu près 40% et et dont les principaux opposants auraient été les communistes à 20%. Donc en gros, il y a 60% pour un genre de bloc marxiste, enfin socialiste à minima, à l'Assemblée nationale. Donc la logique aurait voulu nommer un social-démocrate, la logique constitutionnelle parlementaire. Sauf que Edinburgh veut surtout pas filer la responsabilité à des socialistes, qui, ils le savent, veulent faire la réforme agraire, veulent distribuer par l'action d'État des terres à des paysans sur les marges de l'Est allemands pour recréer de l'activité, pour sauver l'activité agricole et résorber le chômage. Et en fait, les Junkers de l'Est, ces grands propriétaires terriens généraux d'armée aussi, prussiens, et ben en fait ne veulent pas d'une telle réforme, donc c'est coincé. Précisons qu'il y a eu une hypothèse d'un gouvernement d'union nationale derrière Kurt von Schleicher, qui était un général de centre droit, mais qui voulait faire la réforme agraire et qui voulait une espèce de politique un peu plus équilibrée entre l'économie de la relance par l'offre et par la demande, qui voulait en gros investir en entreprise tout en cassant pas le code du travail, comment dire, et prendre des mesures d'exception avec de l'endettement qui pourrait être remboursé derrière par les impôts pour permettre aux gens de consommer. Et ce gars-là voulait faire une coalition du coup avec des nazis, l'aile gauche du parti nazi qui le soudoierait. Je vous ai parlé du fameux Grégoire Strasser tout à l'heure,
et avec l'aile droite des sociaux-démocrates. Et ce type échoue parce que, déjà parce que Hindenburg ne veut pas de réforme agraire. Ensuite, parce que les sociaux-démocrates préfèrent une défense de la République idéale, en gros, parce que Constant Schleicher, du coup, quelque part menace de devenir un genre de dictateur social, entre guillemets, et préfère du coup une défense de la République plutôt qu'une défense du prolétariat en tant que classe et une politique un peu plus sociale que ce qu'il y avait jusque-là. Donc bon, véritable catastrophe du coup. Un étudiant berlinois, Sebastian Hafner, écrit « J'apprends la nouvelle. Je suis glacé de terreur. L'espace d'un instant, je sens physiquement l'odeur de sang et de boue. Je perçois quelque chose de dangereux, comme la grosse patte sale d'un animal prédateur qui plaque ses griffes sur mon visage. Pour en arriver là, le loup s'est fait agneau. Hitler a rassuré Hindenburg en ne demandant que 2 postes ministériels pour les nazis. Celui de l'intérieur pour un policier de Munich, Wilhelm Frick, et Hermann Göring pour lui aussi contrôler la police. 2 postes clés. Hitler avance masqué. Il veut montrer que les membres du gouvernement les plus importants sont un conservateur, Franz von Papen, qui a déjà été chancelier, et l'homme fort de la droite la plus extrême, Alfred Hugenberg, ministre de l'économie et de l'agriculture, au tempérament autoritaire et agressif. Hitler appelle son gouvernement « cabinet de concentration nationale » pour donner l'impression qu'il ne s'agit pas d'un gouvernement nazi, mais d'une coalition nationaliste. L'ensemble, très réactionnaire, pense pouvoir dominer Hitler. Von Papen se trompe lourdement lorsqu'il dit à Hugenberg « Hitler, c'est notre homme ». Et l'autre répond « Nous l'encadrons ». Le soir même du 30 janvier 1933, Goebbels organise à Berlin, comme dans toutes les grandes villes, une retraite au flambeau qu'il veut grandiose, avec les casques d'acier, les SS et surtout les SA. Goebbels proclame qu'ils sont 1 million à défiler, mais l'attaché militaire britannique les estime à moins de 15 000, que Goebbels fait tourner en rond pendant 4 heures. Il passe sous les fenêtres du président Hindenburg, 85 ans, qui se croit transporté à Verdun en 1916 et dit à son aide de camp « Nos hommes défilent bien. Ils ont fait beaucoup de prisonniers. » Hitler, à la chancellerie, reçoit des hommages délirants. Une institutrice de Berlin, Louise Zollnitz, dit « C'était une ivresse sans vin ». Elle ajoute « J'entendais des cris de « Mort aux Juifs ». Le sang des Juifs jaillira sous le couteau. » Goebbels conclut « C'est exactement comme un conte de fées ». Au Palais des Sports de Berlin, Hitler va prononcer son premier discours de chancelier. Quel est le plan d'Hitler? Le pouvoir absolu, mais par étapes. Au Parlement siègent encore 200 députés communistes et socialistes. La première décision d'Hitler est donc de dissoudre l'Assemblée et d'organiser de nouvelles élections. Son discours, radiodiffusé, se veut un appel à tous les électeurs, même de gauche, à voter pour lui. Und jede felsenfeste Überzeugung, dass eben doch dann einmal die Stunde kommt, in der die Millionen, die uns heute verfluchen, hinter uns stehen und mit uns begrüßen werden dann das gemeinsam geschaffene, wiedererkämpfte,
bitterer Formel, neue deutsche Reich, der Größe und der Ehre und der Kraft und der Herrlichkeit. Avec ce discours, somme toute conciliant, Hitler continue à avancer masqué. Mais Goebbels vient mettre les points sur les i en revenant aux fondamentaux, l'antisémitisme et la violence, pour l'électorat nazi de base. Und wenn die jüdischen Zeitungen heute glauben, auf versteckte Drohungen die nationalsozialistische Bewegung einschüchtern zu können, sie sollen sich hüten. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden. Im Übrigen können unsere Parteigenossen und SA-Männer auch darüber beruhigt sein, dass eher als wir alle denken, die Stunde des Endes des roten Terrors gekommen sein wird. Und wir werden den Herren vom Karl-Liebknecht-Haus bald Töne beibringen, die sie noch niemals vernommen haben. Deux semaines plus tard, à Berlin, le grand bâtiment du Reichstag, le Parlement, brûle dans la nuit. De ce symbole puissant de la démocratie allemande, il ne reste plus rien. L'enquête, menée par une police aux ordres de Göring, incrimine un communiste hollandais appelé Marinus van der Lubbe, 24 ans, soupçonné d'avoir un lourd passé d'incendiaire. Rapidement déclaré coupable, il sera décapité. À qui profite le crime? Aux nazis. Hitler et Göring agitent le spectre. C'est là aussi qu'on voit le problème d'aller trop dans le sens d'un peu de ce qu'ont raconté les nazis, de leur arrivée inexorable au pouvoir, etc. En termes de mise en scène, je parle. C'est aussi le procès de Marinus van der Lubbe se passe extrêmement mal pour les nazis. D'ailleurs, il n'est pas la seule personne à être incriminée pour l'incendie. Et en fait, le procès se retourne complètement contre eux en réalité. Et on aura l'occasion peut-être de réagir à des documentaires ou d'en parler d'autres fois. Mais notamment, ils incriminent un communiste russe qu'en fait, ils se retrouvent obligés de relâcher et d'expulser du pays parce que le problème, c'est qu'en fait, il se défendait beaucoup trop bien pendant les séances. Et qu'il arrivait même à faire sortir Second Göring et tout. Göring a été rappelé à l'ordre par les juges qui pourtant sont plutôt favorables aux nazis. Et c'est vraiment... c'était pas un bon plan de com pour eux, au final. D'un complot des Rouges. Göring fait arrêter 4000 communistes et leurs chefs. Mais le Parti communiste n'est pas encore interdit. Car Hitler veut garder une apparence de légalité pour les élections législatives qui doivent conforter son pouvoir. Les Allemands, tellement saturés de campagnes électorales et de désordre, voient de nouveau dans tout le pays les SA se déployer, comme disent les nazis, pour protéger la population des attentats communistes. Les SA sont plus d'1 million. Armés, ils ont le statut d'auxiliaires de la police. Ils se positionnent dans toute l'Allemagne devant les sièges des partis de gauche et des syndicats. Ils vont, encore une fois, semer leur violence, pendant qu'Hitler, lui, montre ostensiblement qu'il joue le jeu électoral pour continuer à rassurer le président Hindenburg, de plus en plus fatigué. Göring, menaçant, avec son poignard, dans son fauteuil gothique,
donne sa version mensongère du résultat des élections. Der 5. März bedeutet für einen Mann und eine Bewegung einen gewaltigen Sieg. Der Sieger des 5. heißt Adolf Hitler und die Bewegung ist der Nationalsozialismus. Beides aber ist gleichzusetzen mit dem deutschen Volke und dem Deutschen Reich. En fait, Hitler et sa coalition atteignent à peine la majorité. Malgré toute sa propagande et l'intimidation des SA, Hitler n'a pas pu empêcher les communistes d'obtenir 12% des voix. Alors Hitler jette le masque et entre dans l'illégalité, avec la complicité de son gouvernement. Il supprime l'élection des députés communistes, les fait arrêter et envoyer dans les camps de concentration d'Oranienburg, près de Berlin, et de Dachau, près de Munich, qui viennent juste d'être installés par les nazis. Ce sont les premiers des 16 camps ouverts pendant la seule année 1933. Le nombre des détenus politiques passe à 100 000 dans les premiers mois du régime. L'étudiant communiste Klaus Bastian raconte: les gardes fouettaient les détenus, les poussaient dans le... Alors, autre précision, à ce moment-là, du coup, il y a eu une réévaluation du nombre de partisans. Les nazis obtiennent 40% des voix dans ce contexte où ils ont fait régner une terreur absolue et en fait, en nombre de voix brutes, ils ont obtenu moins de voix que lors de l'élection précédente parce qu'en fait, il y a de moins en moins, avec la terreur des SA, de moins en moins de gens sont allés voter, surtout dans les petits villages où il est assez facile, avec 5 personnes, de prendre le contrôle de l'isoloir. Finalement, les électeurs de la gauche se sont assez peu déplacés aux urnes, finalement. Mais ce qui se passe, du coup, c'est que il y a réélection, donc il faut renommer un chancelier, lui voter la confiance. Hindenburg nomme à nouveau Hitler, et les députés sociaux-démocrates votent la confiance au gouvernement nazi. Pour le coup, voilà. Donc en gros, les SOSDEM de l'époque, après avoir absolument voulu faire confiance à Hindenburg contre les nazis, au point de ne pas avoir présenté de candidat contre lui aux élections présidentielles, et de ne pas avoir bloqué plus que ça les gouvernements du centre droit, au final se retrouve du coup à ne pas faire, même au pire moment, à ne jamais faire la jonction avec les communistes. Alors que pendant ce temps-là, l'aile gauche de leur parti est sur la base, plus antifasciste, elle voulait plutôt ce retournement d'alliance. Donc voilà, donc vous savez maintenant ce qu'il vaut de vouloir absolument l'unité avec le centre, tout en cherchant absolument à cornériser les éléments les plus radicaux à gauche. Voilà. C'est il n'y a pas de sous-entendu dans ma phrase, j'imagine. Au glacial, il fallait toujours craindre pour sa vie, de jour et de nuit. Les nazis montrent, au contraire, que ces parlementaires, ces hauts fonctionnaires, ces syndicalistes sont rééduqués. L'ombre maléfique de la dictature s'étend sur l'Allemagne. Comme le Reichstag a brûlé, Hitler réunit le nouveau Parlement à l'Opéra Royal, encerclé par les SA, pour demander les pleins pouvoirs. Il n'y a plus de communistes. La plupart sont dans les camps. Les 94 socialistes qui sont encore présents auront le courage de voter contre Hitler. Ils seront, eux aussi, arrêtés, emprisonnés ou contraints à l'exil. 441 députés de l'extrême droite au centre catholique écoutent un long discours roublard d'Hitler destiné à donner le change. Il promet tout, comme toujours. La fin du chômage, le salut de la paysannerie, le respect des droits et surtout, la paix. L'Assemblée se suicide en votant les pleins pouvoirs à Hitler pour 4 ans.
le président Hindenburg ne pourra plus discuter les décisions du chancelier. Sous les vivats, la démocratie meurt en Allemagne. Que Hitler, un homme qui a cimenté son pouvoir par l'antisémitisme, puisse diriger l'un des pays les plus industrialisés de la planète, est perçu comme une menace universelle. Dans le monde entier, les manifestations contre Hitler, comme ici à New York, protestent contre sa barbarie, son obscurantisme, ou proclament « le judaïsme survivra à l'hitlérisme ». Tous appellent à un boycott mondial des produits allemands. Pour les dissuader, Hitler ordonne, à titre d'avertissement, une journée de boycott des magasins juifs en Allemagne. Énorme bide. C'est un boycott qui marche très peu. Un cinéaste amateur teste, avec sa femme, la détermination des nazis postés devant les magasins juifs. Les juifs allemands découvrent avec horreur les pancartes des SA. Pas un centime pour le capitalisme juif. Acheté allemand. Les juifs font notre malheur. C'est le début de la persécution. Edwin Landau, propriétaire d'un grand magasin de Prusse orientale, écrit, avant d'émigrer en Palestine avec sa famille: en quelques heures, s'était produite une transformation en moi. Ce pays et ce peuple que j'avais aimé et estimé jusque-là étaient devenus soudainement mes ennemis. Je n'étais plus allemand, ou je ne devais plus l'être. J'avais honte d'avoir un jour appartenu à ce peuple. J'avais honte de la confiance que j'avais faite à tant de personnes qui désormais se démasquaient et se révélaient être mes ennemis. L'antisémitisme a contaminé les universités. Le nazisme a perverti les esprits contre la culture moderne, imposé une idéologie sectaire et intolérante qui va amener les étudiants à brûler eux-mêmes des livres. Aidés par les écoliers et encadrés par les SA, ils rassemblent, dans toute l'Allemagne, les ouvrages des bibliothèques, des librairies, des éditeurs qui correspondent à ce qu'Hitler appelle l'esprit non allemand. Sur la liste noire nazie, Karl Marx, Sigmund Freud, Stefan Zweig, plus de 300 auteurs, surtout juifs ou communistes. 12 000 titres sont condamnés. Des centaines de milliers de livres doivent être brûlés. Et les SA préparent les bûchers. À Berlin, place de l'Opéra, Goebbels prononce le sermon radiodiffusé qui ouvre la messe noire de cette autodafé sortie du Moyen-Âge. Meine Kommilitonen, deutsche Männer und Frauen, das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Und der kommende deutsche Mensch wird nicht nur ein Mensch des Buches, sondern auch ein Mensch des Charakters sein. Une jeune berlinoise, Dorothea Gunther, assiste à l'autodafé et au rituel nazi. Elle témoigne. Les SA et les étudiants criaient le titre du livre, le nom de l'auteur. Ils hurlaient qu'il était juif, ou bien pacifiste, ou féministe, ou tout simplement moderne, en prononçant la sentence « Nous te livrons au feu » et en jetant le livre aux flammes. Je restais sans voix et profondément outré,
car nous avions lu et discuté nombre de ses ouvrages qui finissaient en flammes. Von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner. Ich übergebe dem Feuer die Schriften der Schule Sigmund Freud. Ich übergebe dem Feuer die Schriften gegen Freiheit. Léon Blum écrit « Ce qu'il aurait fallu en Allemagne, c'est que les socialistes et les communistes luttent dans le même sens. » Mais les socialistes ne le voulaient pas. Et pour les communistes, Moscou avait donné ses ordres. Pas d'alliance avec les socialistes, qualifiés de sociaux-traîtres. Les consignes suicidaires de Staline ont bien aidé Hitler. Alors, néanmoins, le docu part sur une bonne voie quand il dit d'abord, oui, alors surtout les socialistes ne le voulaient pas, puis après il part sur sur les consignes, les consignes de Staline. Les consignes de Staline, en vrai, elles étaient plus suivies par le Parti communiste allemand, et d'ailleurs, pas mal de cadres du KPD l'ont payé lors des purges staliniennes, pour ceux qui se sont réfugiés en URSS. Mais parce que en réalité, à l'échelle locale, partout où ça peut être fait, les communistes ont été moteurs pour réellement faire des coalitions parlementaires avec les sociaux-démocrates. Puisque en même temps, l'objectif des communistes étant la révolution, massifier les cartes de partisans et le soulèvement le soulèvement de masse au moment de la grève, venue de la grève générale. En vérité, tenir le Parlement, c'est pas prioritaire, même s'il y a quand même, ils peuvent quand même utiliser ça pour la propagande électorale, ils peuvent quand même exploiter la propagande électorale néanmoins. Hitler a supprimé les syndicats. Le 21 juillet 1933, il interdit le Parti socialiste. Die große Zeit ist jetzt angebrochen. Deutschland ist nun erwacht. Die Macht haben wir nun in Deutschland gewonnen. Nun gilt es, das deutsche Volk zu gewinnen. Le peuple allemand, lui, peut partir en vacances. Le parti nazi est désormais le parti unique. Ces slogans antisémites n'intéressent pas trop les gens. Ils sont pour la plupart indifférents au sort de leurs compatriotes juifs, qui après tout ne sont que 500 000, moins de 1% de la population. La moitié de ces juifs allemands réussira à émigrer. Gerda Blackman témoigne. « Nous avons réussi à embarquer à condition de laisser tous nos biens derrière nous. Les juifs allemands, les plus démunis, resteront bloqués en Allemagne. Ils seront déportés dans les ghettos de l'Est, puis exterminés dans les camps. Les opposants au régime s'enfuiront comme ils pourront, où ils pourront, surtout en France, où ils seront un jour rattrapés par la guerre, l'occupation allemande et livrés aux nazis. Beaucoup de ceux qui ne partiront pas à temps ou qui voudront rester pour continuer la lutte seront capturés et martyrisés dans les camps. L'immense majorité des Allemands s'accommodera de la dictature. Certains commenceront à monter, chaque matin, le drapeau à croix gammée, devenu l'emblème officiel de l'Allemagne. Les autres, une fois la presse muselée,
ne pourront plus lire que des journaux nazis. Leur fille apprendra, elle aussi, ce salut devenu obligatoire. Leur fils entrera à la Hitlerjugend, la jeunesse hitlérienne, qui développe si bien l'agressivité. À l'école, le maître lui enseignera le maniement des armes. L'instituteur devra prendre des exemples judicieux et vivants pour aborder l'arithmétique. Quel est le prix de revient d'un élève? Un handicapé mental coûte 1800 marks par an à l'État. Un élève moyen, 320 marks. Et un brillant élève ne revient qu'à 125 marks. Conclusion, la société ne peut survivre que si ses citoyens sont génétiquement sains. L'aîné entrera à la BDM, la Bunddeutscher Mädel, la Ligue des jeunes filles allemandes. Elles forment de bonnes épouses qui auront beaucoup de petits soldats. Ils se feront tuer, à 10 ans, dans les derniers combats de Berlin. Mais tout cela, les Allemands ne le savent pas encore dans cet été de 1933. Autre chose sur la mise en scène, c'est que autant déjà il y a le défaut d'avoir foutu une musique hyper impactante et tout qui derrière fait que ça peut avoir une appropriation masculiniste pour certaines personnes. Mais à part ça, même les trucs, en fait, on comprend pas forcément, je trouve, en regardant le documentaire, l'aspect ce que les Allemands ont pu trouver de positif, ce que certains Allemands, pardon, ont pu trouver de positif au nazisme, vu que là, par exemple, un des programmes jugés les plus positifs du nazisme, à savoir le Lebensborn, Fontaine de vie en allemand, qu'en fait est un programme mené, qui est un programme en gros qui fait que, d'ailleurs géré par des femmes nazies, qui fait que, et argumenté par Himmler pour réussir à avoir sa création, où en fait les femmes enceintes de pères inconnus ou alors hors mariage ou ce genre de choses peuvent accoucher au sein du programme Lebensborn et peuvent éventuellement être mises en lien avec des gens pour faire une adoption, ce genre de choses. Parce que en gros, les nazis traitent toute naissance d'un enfant allemand comme de l'héroïsme contre la morale chrétienne. Et ce programme-là, pour le coup, qui là est un peu infamisé par la mise en scène. À l'époque, c'est un des trucs jugés les plus positifs et entraînant en fait justement pour les Allemands, pour les Allemandes surtout. Donc on comprend pas toujours en fait ça peut donner l'impression que genre ils se sont fait hypnotiser par un espèce de truc de Manitou qui faisait où c'était que de la com. Alors qu'en fait il y a surtout des pratiques du régime qui créent de la alors non pas même pas qui créent de l'adhésion, qui suscitent de la participation en fait. On parle beaucoup de la dictature participative chez les historiens récents. Et voilà, donc commentaire que je peux faire. Je regrette de m'être attaqué à ça en étant un peu stun par mes médicaments, mais là. Hitler n'est pas tout à fait le chef suprême. Il lui faut continuer à anesthésier son peuple avec sa propagande. Comme le film La victoire de la foi, sur le premier congrès depuis la prise de pouvoir du parti nazi, désormais parti unique. Hitler est bien servi par le talent de la jeune réalisatrice Leni Riefenstahl, qui le subjugue par sa beauté et son énergie. Elle sait comment glorifier par ses cadrages et sa lumière le nouveau Dieu d'une nouvelle mystique, celle de la race, du chef, de la puissance. Et ses apôtres, comme le fidèle des fidèles, Rudolf Hess, l'un des rédacteurs des lois anti-juives,
Joseph Goebbels, qui a fait de la propagande un grand ministère. Hermann Göring, qui va faire renaître l'aviation allemande. Ou Ernst Röhm. Alors, une insert quand même sur les films de propagande. L'État ne commandait qu'à peu près un film par an, ou un tout petit peu plus, en réalité, avec une commande d'État. Et du reste, c'était Goebbels étant à titre personnel propriétaire de tout ce qui était production de cinéma. Juste, il se contentait d'interdire la production de scénarios qui lui plaisaient pas. Mais il n'y avait pas tellement de propagande très. En réalité, le cinéma n'était pas intégralement une propagande ultra centralisée. Et d'ailleurs, Goebbels comprend avec les résultats de ses premiers grands films de Leni Riefenstahl, vraiment strictement propagandistes, que en fait, ça fait pas venir les gens en salle, donc ça fonctionne pas. Donc il faut trouver d'autres moyens. Il faut plutôt que l'idéologie nazie, de manière diffuse, s'exprime par le cinéma. Alors non pas avec des gros trucs, avec les gros sabots où on fait des films politiques, mais plutôt avec une ligne éditoriale où on va faire par exemple beaucoup de romances, Goebbels étant extrêmement fan des romances, où on véhiculera ce message clé des nazis qui est on reste entre nous, entre Allemands, et on ne se mélange pas. Voilà, par exemple. Le chef de cette horde de fanatiques, les SA. Rien ne laisse prévoir que ce film sera interdit l'année suivante, parce que Röhm, pourtant complice d'Hitler depuis le putsch manqué de 1923, sera accusé de trahison. Peut-être parce qu'il est trop près d'Hitler, ou que les SA sont trop nombreux. Ils sont 2 millions, une force concurrente de l'armée. Hitler, pour avoir le soutien des militaires, va les mettre au pas et éliminer Röhm. Tout commence l'été suivant, quand Hitler se rend en Italie pour rencontrer Mussolini à Venise. Hitler est impressionné par son grand aîné, son modèle. Il recherche l'accord de Mussolini à son projet d'annexion de l'Autriche. Mussolini refuse. Il ne veut pas d'une présence allemande à ses frontières. Il n'apprécie pas Hitler. Il dit « Ce type me fait l'effet d'un moine bavard. » Il lui fait visiter Venise, en prenant soin de commencer par les navires de sa flotte de guerre, alors qu'Hitler n'a pas de marine. Hitler va rentrer à Berlin mortifié. Il comprend que tant qu'il n'aura pas reconstitué sa force militaire, il ne pourra rien entreprendre. Hitler se rend aux manœuvres de la Reichswehr, la petite armée allemande, réduite par le traité de Versailles à 100 000 hommes, mais très entraînée. Hitler sait bien que pour faire la guerre, il faut des généraux, des amiraux, des officiers compétents, des stratèges, des spécialistes. Il a toujours promis à l'armée de la délivrer du carcan du traité de Versailles, de lui redonner ses effectifs et son armement. Mais les généraux veulent plus. Ils veulent la peau de Röhm et des SA, qui pourraient avaler l'armée. Röhm est aussi très critiqué pour sa folie des grandeurs. Il fait de l'ombre à Hitler. Les milieux de l'industrie s'inquiètent quand il proclame « La révolution nationale-socialiste n'est pas terminée ». Goebbels dit « C'est un bolchevique déguisé ». Ils sont complices depuis 15 ans. Mais Hitler a pris sa décision. Éliminer Röhm
en prétextant qu'il prépare un coup d'État. Hitler désigne les bourreaux. Himmler, chef des SS. Heydrich, chef de la Gestapo. Sepp Dietrich, un ancien garçon boucher, devenu chef de la garde rapproché du Führer. Entre le 30 juin et le 2 juillet 1934, ce qu'Hitler va appeler la nuit des longs couteaux, les SS assassinent Röhm et 85 opposants possibles ou témoins gênants du passé du Führer. Après la disparition de Röhm, les SA perdent toute influence et sont réduits au service d'ordre. L'armée est satisfaite, comme les industriels, et Sepp Dietrich est promu général SS. Quand Leni Riefenstahl tourne son film suivant, Le triomphe de la volonté, sur le congrès du parti nazi de 1934, seuls les uniformes noirs des SS défilent derrière Himmler. Maintenant, en haut de la pyramide, Hitler est seul. Un mois après, la nuit des longs couteaux, le dernier président de la République, le maréchal Hindenburg, meurt à 87 ans. La démocratie est morte et enterrée depuis longtemps. La dictature continue sa marche implacable. Hitler devient le chef des armées. Son pouvoir est total. Ça me permet d'aborder un truc. Le fait que pendant 3 ans avant Hitler, il y a eu la droite a fait tourner tout l'État allemand par état d'exception en trichant sur l'attribution des pouvoirs, etc. Ça a aussi préparé le terrain. Il y a eu une fascisation alors que le parti nazi n'était même pas encore au pouvoir. Et ça explique plusieurs choses. Déjà, pourquoi est-ce que avec Hitler, une fois qu'il arrive au pouvoir, c'est beaucoup plus rapide pour imposer la dictature qu'avec Mussolini. Et ça explique aussi et puis plus largement, souvent quand même quand les leaders fascistes arrivent au pouvoir, il y a déjà une fascisation de l'État autonome avant même leur arrivée, avant même leur capture du pouvoir. Et d'ailleurs actuellement en France, il y a déjà une fascisation du pouvoir sous Macron, alors que le parti fasciste n'est pas encore aux affaires. Et tous les soldats jurent fidélité au Führer, notre chef et celui du peuple allemand, Adolf Hitler. Adolf Hitler! Hitler se rend au festival de Bayreuth. Écoutez Wagner, son musicien préféré. La belle-fille du compositeur, Winifred Wagner, qui l'a soutenu à ses débuts si difficiles, le reçoit maintenant en maître de l'Allemagne. Hitler peut mesurer le chemin parcouru. Il a réalisé le rêve insensé de sa jeunesse. Devenir Rienzi, son héros wagnérien favori, qui se sacrifie pour sauver son peuple, en adoration devant lui. Il s'embarque, comme Siegfried, sur la mer du Nord, vers ses chimères, accompagné de ceux qui l'ont créé et qui ne peuvent plus aujourd'hui maîtriser celui qui est devenu le golem, la créature de la Bible, faite de glaise et qui aveuglera les humains de sa puissance infernale. Hitler va d'abord s'approprier les réussites de la République de Weimar, comme les fameuses autoroutes, qui deviendront les vitrines du régime nazi. Hitler va ensuite frapper,
en promulguant les lois raciales de Nuremberg. Il va brûler les synagogues dans le grand pogrom de la nuit de cristal, prélude à la solution finale. Il va violer le traité de Versailles en réoccupant les zones démilitarisées en 1919. Comme la France et l'Angleterre ne réagiront pas, leur faiblesse amènera Mussolini à se rapprocher d'Hitler, le laissant annexer l'Autriche pour accomplir ce qu'il appelle sa mission, réunir à l'Allemagne les peuples qui parlent allemand. Il va intervenir dans la sanglante guerre d'Espagne en lançant ses bombardiers, assassiner la population de Guernica et en assurant la victoire des fascistes de Franco sur la République espagnole. Il rêve à sa grande armée, comme celle de Napoléon. Il l'entraînera vers Moscou. En proclamant toujours qu'il veut la paix. Wir wollen einst ein Reich sehen und ihr müsst euch schon dafür erziehen. Wir wollen, dass dieses Volk einst gehorsam ist und ihr müsst euch in den Gehorsam üben. Wir wollen, dass dieses Volk einst friedliebend und aber auch tapfer ist und ihr müsst friedfertig sein. L'Allemagne, abreuvée de discours et de manifestations grandioses, va perdre le contact avec la réalité. Quand l'Allemagne sera prête, Hitler, féroce et obstiné, l'entraînera, et le monde avec elle, dans une longue nuit, peuplée des... Bon, là, il y a un prisme vraiment idéaliste, mais c'est pas le fait de convaincre par la propagande répétée. Ça marche pas comme ça, la propagande. Que les gens se sont mis à suivre, c'est parce qu'il y a eu un projet qui, bon, déjà, l'État allemand a acheté les Allemands quelque part, a prélevé moins sous le nazisme que l'État ne l'a jamais fait, tout en dépensant plus que l'État allemand n'a jamais fait pour tout un tas de projets divers. Et voilà. Alors, je suis trop malade, donc je vais pas réussir à tenir le live plus longtemps que ça, je suis vraiment désolé. Je vais m'arrêter là, exceptionnellement, parce que je suis complètement stun. Déjà, j'ai eu du mal à aller à contre-courant du film, à faire des pauses un peu, pour vous raconter des choses. J'aurais eu plutôt l'occasion de parler de pas mal de choses, du point de vue de Johan Chapoutot, sur les irresponsables, mais là, j'étais un peu trop dans les vapes. Je commence à comprendre mes collègues qui font des lives sous substance que Twitch n'autorise pas. Non, non, je vois que ça doit être compliqué. Alors, déjà, rien qu'avec des médicaments, je suis... Ouais. Bah, on fera... Il n'y avait pas grand monde, comme d'habitude. Je sais que il y a beaucoup d'activités politiques à laquelle j'ai pas pu participer parce que... encore une fois, déjà que là j'étais un peu trop défoncé pour faire le live correctement, hein, mais alors me déplacer pour aller jusque dans une réunion de section, ça aurait été compliqué. On se donne rendez-vous une prochaine fois. Merci de penser à liker, à mettre des commentaires Je sollicite votre sympathie pour mon état physique. Et puis, si vous ne me suivez que sur YouTube, pensez à me suivre aussi sur Twitch, please. C'est plus intéressant pour vous. Salut!